à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19 et maladies chroniques, il existe bel et bien un impact et il n'est pas négligeable. Par peur d'attraper le virus, plusieurs personnes souffrant de diverses pathologies abandonnent leurs rendez-vous médicaux de suivi. Une réticence qui n'est pas sans conséquence sur leur état de santé. Des complications ont été constatées. Les temps sont durs pour la presse écrite. La presse papier pâtit sévèrement de la crise du Covid-19. Les professionnels du secteur peinent à redoper les chiffres. Mais malgré la crise, ils redoublent d'efforts pour se réinventer et présenter un bon contenu. Également au menu de votre journal, un focus sur une génération connectée au service de l'économie nationale, de jeunes entrepreneurs qui sont sortis de leur zone de confort pour relever de nouveaux challenges. Le digital leur réussit, les affaires se portent bien et boostent le Made in Morocco. Bonsoir à tous. C'est d'abord ce résultat de l'expertise menée sur les produits saisis lors du démantèlement d'une cellule présumée terroriste il y a 9 jours dans plusieurs villes du royaume. Un communiqué du procureur général du roi après la cour d'appel de Rabat précise qu'il s'agit bien de produits entrant dans la confection de charges explosives. Mohamed Aïtchkar. Rappelez-vous, le 10 de ce mois, une cellule présumée terroriste est démantelée dans les villes de Tanger, Temara, Srerat et Tefelt. Des équipements, des tubes, des bouteilles, des produits ont alors été saisis le même jour, puis 6 jours plus tard, dans un véhicule frigorifique à Temara. L'expertise technique et scientifique menée par la police scientifique révèle que 1. Les produits saisis sous forme de poudre et de substances liquides sont composés notamment de nitrate d'aluminium, soufre, acide chlorhydrique, acétone, eau oxygénée et hydrocarbures. Et ce sont là des produits qui sont utilisés dans la confection de charges explosives, des produits très sensibles qui explosent quand ils sont soumis à une élévation de température. 2. Les cocottes saisies avec des tubes cylindriques et des gilets explosifs sont utilisés pour la préparation de charges explosives artisanales avec clous et écrous en acier. Et 3. Les produits chimiques et substances liquides sont parfaitement adaptés aux petites bonbonnes à gaz et aux lampes électriques saisies également lors de la même opération. Faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Une situation épidémiologique toujours inquiétante. Encore aujourd'hui, 2552 nouveaux cas d'infection au Covid-19 et 40 décès. Autre indicateur dans le rouge, encore et encore, 19 013 cas actifs avec un taux de prévalence de 52,4% pour 100 000 habitants. 274 patients sont dans un état sévère ou critique et 39 malades intubés. Enfin, ces dernières 24 heures ont enregistré 2318 rémissions, soit un taux de guérison de 79,2%. Les indicateurs, malheureusement, toujours dans le rouge. Ils interpellent notre conscience collective pour gagner le combat contre le Covid-19 en restant bien sûr vigilants et en adoptant les gestes barrières sans céder à l'affolement ni à la panique d'attraper le Covid-19. Cette peur a d'ailleurs empêché de nombreux patients souffrant de différentes pathologies de respecter le calendrier de leur consultation. Résultat, des complications dont il se serait bien passé. Mohamed Aïtchkar. Mais où sont donc passés les autres patients? Les cardiaques, les diabétiques ou encore les patients souffrant de maladies pulmonaires? Ils ne se présentent que rarement dans les milieux hospitaliers. Les citoyens ont peur d'aller à l'hôpital. Ils craignent d'être contaminés par le coronavirus. Ils évitent donc les services hospitaliers. Il y a certes la psychose créée par la pandémie du Covid-19, mais il y a aussi le fait que les hôpitaux, crise sanitaire oblige, se doivent de donner la priorité à la prise en charge des patients justement du Covid-19. Exemple, dans ce service de pneumologie du CHU Hassan II de Fès. Nous avons dû réserver une bonne partie aux patients Covid, une autre aux autres patients, ce qui ne permet pas d'assurer une prise en charge normale
des autres pathologies. La pandémie du Covid-19 a eu visiblement un fort impact négatif sur le suivi des patients, jusqu'à 80% pendant le confinement. Un peu moins ces dernières semaines. À tel point que des campagnes ont été menées par le ministère de tutelle pour, par exemple, faire venir au dispensaire les femmes enceintes pour leur suivi, ou encore les nouveau-nés pour leur vaccination. Mais qu'en est-il pour les patients souffrant de maladies chroniques qui ne peuvent pas être suivis à l'hôpital? Nous essayons de mettre en pratique, autant que possible, des consultations à distance pour assurer le suivi de ces patients. Les consultations à distance sont notamment appliquées pour tous les patients dits personnes contacts. Le test Covid est d'ailleurs incontournable pour toute prise en charge à l'hôpital. Les analyses Covid sont nécessaires avant la prise en charge ou la consultation médicale. En plus, nous sommes très pris par les patients Covid-19, ce qui perturbe le planning de prise en charge des patients d'autres pathologies. Bref, la crise sanitaire semble s'installer dans la durée et c'est au système de santé, de toute évidence, d'innover dans son offre. Le Covid-19 n'est pas non plus sans conséquences sur les patients souffrant de maladies chroniques. Nous faisons un gros plan ce soir sur les maladies rhumatismales. L'impact concerne aussi bien le modèle de consultation choisi que l'approvisionnement en médicaments nécessaires. Les effets sont, paraît-il, aussi psychologiques. Les précisions tout de suite avec Nisri El Hamdaoui. Quel impact le Covid-19 a-t-il eu sur les patients atteints de maladies rhumatismales ? L'étude réalisée par le groupe arabe de sensibilisation en maladies rhumatismales apporte des éléments de réponse à cette question. Elle a été menée sur un échantillon de 2260 patients de différents horizons, d'Afrique du Nord, des pays du Levant et des pays du Golfe. L'étude démontre que dans les pays arabes, les patients touchés par les affections rhumatismales accepteraient d'avoir une consultation à distance. 50% d'entre eux la feront par Internet et 49% des cas optent pour une téléconsultation par téléphone. En revanche, 14% des patients suivis pour une maladie rhumatismale ont arrêté une partie de leur traitement ou toute prise de médicaments. Une décision motivée par la peur de contracter le Covid-19. Mais d'autres patients se verront obligés d'arrêter leur traitement à cause d'une pénurie de médicaments au niveau des officines. Principalement l'hydroxychloroquine, habituellement prescrit pour les malades souffrant de rhumatisme inflammatoire. 47% des patients ont souffert du manque de ce médicament, utilisé en cette période de crise sanitaire comme protocole thérapeutique de base contre le Covid-19. Cette discontinuité de la prise médicamenteuse a mis à mal le suivi des patients par le rhumatologue dans 83% des cas. Il faut savoir aussi que la pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur la santé mentale des patients souffrant de rhumatisme. 48% des cas ont ressenti un impact mineur et 25% des malades ont été lourdement infectés au niveau psychologique. Et pour en parler plus longuement avec nous, docteur Ihsan Mamouchi, médecin rhumatologue et secrétaire de la Société marocaine, secrétaire général de la Société marocaine de rhumatologie et épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors les chiffres étant globaux, puisque l'étude couvre plusieurs pays du monde arabe, quels commentaires vous suggère-t-il de manière plus générale ? Alors, cette étude a été menée au niveau de la Ligue arabe de lutte contre les maladies rhumatismales. Donc, elle a été menée par l'ARLAR, par le groupe qui est chargé de la sensibilisation et de l'information des patients rhumatisants. Et elle a été menée en mai 2020, donc on était au début de la pandémie, pour voir justement quel était l'impact de cette pandémie sur nos patients, notamment dans ce contexte inédit de pandémie Covid-19. Et on a eu des chiffres qui étaient assez alarmants, notamment en termes de suivi, où on a vu, comme vous l'avez précisé, que 80% des patients avaient arrêté le suivi auprès du médecin rhumatologue. Il y en avait plus d'un patient sur deux qui avait arrêté son traitement.
Et comme vous l'avez précisé également, pour la chloroquine, dans un certain nombre de cas, on avait à peu près 30% de rupture dans tous les pays. On parle là de toute l'ARLA. Et aussi parfois des ruptures de Justement, on aura le temps d'y revenir et de commenter ça plus longuement. Pour ce qui est du Maroc, disposez-vous d'un topo général concernant la situation avec précision au Maroc, des chiffres peut-être entre les liens entre le Covid-19 et les patients atteints de maladies rhumatismales, docteur? Alors, dans le cadre de cette étude, 150 patients marocains ont été inclus sur les 2100 et quelques qui comprennent l'ensemble de l'étude. Et sur ces patients-là, globalement, leurs caractéristiques rejoignent les caractéristiques générales. C'est essentiellement des femmes. Il y en a eu sur les 115, il y en a eu 9 qui ont été atteints de Covid-19 dans le suivi avec une bonne évolution. Et par la suite, mais par contre, des chiffres sur l'ensemble du territoire marocain, nous n'en disposons pas actuellement parce que vu qu'on est en train de gérer la crise au quotidien, il faudrait revenir sur le dossier, faire une étude multicentrique pour pouvoir ressortir ces données. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'en disposerons pas. Alors si l'on revient, docteur, sur les éléments qui ressortent de cette étude, il y a l'aspect des médicaments dont il y a eu pénurie dans certains pays. Est-ce que dans le Maroc, il y a eu cette situation? Et si oui, comment elle a été gérée? Qu'est-ce qui a été fait pour remédier à cela au Maroc? Alors, si pénurie il y a eu. Alors, concernant les maladies, les médicaments pour nos malades, on a eu deux grands types de... Il y a deux grands types de médicaments. Il y a le méthotrexate et l'hydroxychloroquine. Le méthotrexate est un médicament de traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde qui, lui, a des ruptures de temps en temps et il a été en rupture pendant cette période-là. Et donc, on a relancé au niveau de la Société marocaine de rhumatologie le ministère avec la DMP pour essayer justement de débloquer la crise et nous sommes toujours dans ce discours-là. Par rapport à l'hydroxychloroquine, suite encore une fois à un écrit donc des pouvoirs publics, on a pu mettre en place une procédure spéciale pour que nos patients, et là ça s'est vu aussi au niveau de l'étude, au niveau du Maroc, ils étaient moins impactés par la rupture de la chloroquine parce qu'il y avait eu un circuit qui a été fait pour délivrer cette molécule-là aux patients rhumatisants ou ceux qui sont suivis pour une pathologie nécessitant la chloroquine. Il y a eu une anticipation en temps de crise pour qu'il n'y ait pas pénurie. Et qu'ils puissent justement avoir ce traitement-là de façon facilitée dans ce contexte actuel. Autre impact, docteur, de ces circonstances exceptionnelles que nous vivons, celui concernant les consultations. Certains patients sont réticents malheureusement ou certains abandonnent carrément leurs rendez-vous médicaux de suivi. D'autres préfèrent les téléconsultations. Quel commentaire cela vous suggère ? Alors, il est clair que, vu le contexte actuel et vu l'affluence des patients dans les hôpitaux, on a eu une première phase où on a dû limiter le nombre de consultants pour pathologies non graves. Donc, c'était la première phase donc, de la pandémie. Et par la suite, il y a eu un retour à la normale, plus ou moins, dans certains services, qui a fait que petit à petit, les patients sont revenus en consultation. Mais il y a encore une certaine appréhension du fait donc, du corona et du circuit de soins dans ces hôpitaux-là. Donc il faudrait justement que le patient rhumatisant suivi pour un rhumatisme inflammatoire chronique puisse puisse retourner à son médecin traitant par téléphone, ne serait-ce que par téléphone, pour pouvoir avoir le suivi nécessaire et pour qu'il puisse justement puisque vous évoquez le téléphone et la télécommunication, que faire quand il s'agit d'un cas grave, docteur? Alors, quel que soit... comment se comporter? Quel que soit X, il faudrait que le patient puisse contacter son médecin pour qu'il l'oriente le mieux vers la meilleure approche. Alors, ça dépend du cas. Si on a un patient qui est stable, et donc il se sent équilibré, à ce moment-là, il va contacter son médecin traitant en lui envoyant éventuellement le bilan biologique de suivi et il pourra lui relancer l'ordonnance sans qu'il parte directement donc, à la consultation. Si c'est un patient qui est souffrant, alors souffrant, il y a deux possibilités. Soit qu'il présente les symptômes de Covid et à ce moment-là, il va suivre la procédure générale, ça veut dire qu'il ne doit pas aller chez le médecin, il doit contacter Allovail ou le 141 pour être orienté vers des structures qui vont le gérer et l'orienter au mieux dans cette stratégie-là. Si c'est une symptomatologie rhumatologique et qui est grave, comme vous le dites, à ce moment-là, il doit s'adresser à son médecin traitant et venir consulter.
Parce que la téléconsultation peut donc aider dans certains cas, mais elle ne peut pas être généralisée à l'ensemble des patients, quelle que soit leur... Une première étape pour une reprise de contact, pour orientation par la suite. Tout à fait, absolument. Très bien, docteur. Autre impact qui n'est pas des moindres, qui n'est pas négligeable non plus, celui de l'aspect psychologique des malades. Je reviens sur les chiffres qui ressortent de cette étude, l'étude dont on a parlé tout à l'heure. Un chiffre quand même très très parlant, docteur. 25% des malades ont été affectés au niveau psychologique, quand même un quart. Que dites-vous aux malades, aux personnes souffrant de maladies rhumatismales pour se gérer le mental le mieux possible et affronter la maladie sereinement? Alors déjà, comme tout patient, enfin, comme toute personne, c'est une situation inédite à laquelle on n'était donc pas attendu, mais depuis quelque temps, on commence à en connaître de plus en plus sur ce virus et on commence à connaître des mesures qui nous permettent de l'appréhender au mieux. Les gestes barrières, donc le lavage fréquent des mains, il faut mettre le masque, il faut respecter la distanciation sociale, ça c'est la base. Ensuite, par rapport à sa pathologie, il ne faut pas arrêter son traitement de fond, quel que soit X, parce qu'ils ont une maladie rhumatismale chronique. Il ne s'agit pas de lombalgie ou de gonalgie, ce n'est pas de l'arthrose, mais c'est un rhumatisme inflammatoire, au même titre qu'un diabétique ou qu'un hypertendu, qui nécessite un traitement de fond. S'il l'arrête, il risque d'aggraver sa maladie, avoir une progression structurelle qui serait irréversible. Donc il ne faut pas arrêter son traitement de fond. Il faut entrer en contact avec son médecin traitant. Et si on a des symptômes, comme on a dit, qui sont orientés vers le Covid, il faut suivre la voie normale. Après, au jour d'aujourd'hui, les chiffres qu'on a par rapport à cette population-là de maladies, même s'ils sont sous traitement immunosuppresseur, ils ne seraient pas plus en avant-garde par rapport à cette pathologie. Donc il n'y a pas d'éléments alarmants concernant l'atteinte des maladies, des patients ayant une maladie rhumatismale et du Covid. Donc globalement, il faudrait qu'ils respectent les mesures générales qui sont instaurées, qu'ils reprennent contact avec leur médecin, surtout qu'ils n'arrêtent pas leur traitement. Et donc il y a plusieurs plateformes, justement, vous avez parlé d'innovation dans votre sujet. Il y a une plateforme qu'on a mise en place avec des amis scientifiques qui s'appelle Epirhum, donc épidémiologie et rhumatologie.com, où on met des conseils pour pouvoir lire en fait la presse scientifique. Il y a différentes fiches qui ont été élaborées par la Société marocaine de rhumatologie. Et c'est vulgarisé, c'est accessible à tout le monde? Oui, tout à fait. Alors ces fiches-là, elles sont disponibles sur le site de la Société marocaine de rhumatologie, sur la chaîne également, par des microcapsules, où on va leur donner, aussi bien en arabe qu'en français, des conseils faciles pour pouvoir appréhender au mieux cette situation qui est inédite. Avant de conclure cet entretien, docteur, des conseils plus concrètement pour se booster le moral pour ces personnes-là, comment affronter justement sereinement la maladie, ne pas s'affoler, pas d'inquiétude, pour les rassurer, un petit message? Alors, pour se booster le moral, que ce soit pour ces patients-là ou pour la population générale, on garde les grands principes. Nous sommes dans une situation qui était nouvelle, effectivement, mais ça fait presque bientôt 1 an qu'on la gère. On a des données sur le virus, on sait quelles sont les manières donc, de contagion. Il y a un vaccin qui est en cours donc, de réflexion et d'élaboration. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Il faut rester pragmatique et serein. Je pense que les pouvoirs publics et les autorités font en sorte d'essayer de gérer au mieux la situation. Et on s'adapte à notre contexte et c'est vraiment du jour le jour. Voilà, donc à mon sens, si on garde à l'esprit que tout est fait pour faire au mieux dans la situation où on est, on devrait garder espoir et bien sûr espérer que cette situation puisse se passer un esprit positif et optimiste. Possible. Merci, docteur Ihsan Hmamouchi. Je rappelle que vous êtes rhumatologue, secrétaire général de la Société marocaine de rhumatologie et aussi épidémiologiste. Merci de cet éclairage. Merci à vous. Nous vous l'avions annoncé cette semaine déjà, 18 laboratoires privés sont désormais autorisés à faire le test PCR de dépistage. Ils sont répartis sur 5 régions du royaume. Leurs missions sont entamées selon un cahier des charges bien précis. Et ce soir, notre équipe nous plonge dans les coulisses des analyses dans un laboratoire privé de Casablanca. C'est avec Saïd El-Idrissi, Abdelrahman Ziane et Oumima Ramli. De bon matin, cette jeune fille se rend dans l'un des 6 laboratoires privés agréés de la métropole casablancaise. Elle vient y effectuer son test de dépistage PCR. J'ai fait une réservation pour un vol prochainement dans les 48 heures et j'ai choisi ce laboratoire, donc j'ai pris mon rendez-vous sur le site. Et après, je suis venue ici, il y a toutes les précautions et les mesures de désinfection.
Voyageurs, étudiants ou salariés composent la majorité des personnes qui déferlent sur ce laboratoire privé depuis son habilitation par le ministère de tutelle. L'afflux est tel qu'il a fallu renforcer au maximum les mesures sanitaires. L'analyse PCR Covid, elle se passe dans cette salle-là, séparée des autres salles. On a essayé de respecter les normes en vigueur, les normes de qualité dans un premier temps, puis les normes de sécurité sanitaire pour éviter la contamination de l'ARN, premièrement, et puis la contamination entre le personnel. Des modalités de prélèvement bien encadrées, un personnel aux aguets, ce sont là les atouts de cette structure, consciente du poids qui pèse sur elle. Nous avons commencé à réaliser le dépistage début août. Donc au moment où la pandémie était très élevée, et là nous avons réalisé depuis des centaines de PCR et nous avons pu détecter des dizaines de cas positifs et donc permis leur diagnostic précoce, leur prise en charge précoce et ça a permis d'éviter des complications, alhamdoulilah. Dans l'unique métropole Casablanca, l'offre de dépistage s'élargit car en plus du CHU Ibn Rushd de l'Institut Pasteur, 6 laboratoires privés sont désormais autorisés à effectuer les tests PCR. Coup de projecteur à présent sur la presse écrite à l'ère du Covid-19. Nos confrères de la presse écrite ont subi de plein fouet les conséquences de la crise relative au Covid-19. D'abord une période d'arrêt forcé et puis une très timide reprise. Mais le rythme de travail n'a jamais changé en fait. Bien au contraire, ils ont dû mettre en place une nouvelle organisation pour les bouclages et puis une autre manière de faire pour traiter une actualité, comme vous le savez, brûlante et présenter un bon contenu. Notre équipe a visité plusieurs rédactions de magazines hebdomadaires à Casablanca et c'est un sujet de Abdelrahman Ziad, Mohamed Chikir, Youssef Mziani et Dominique Orlando. Regardons. Pour l'ensemble des journalistes de la presse écrite dite traditionnelle au Maroc, le choc du Covid a été en particulier ressenti au tout début du confinement, début mars 2020, lorsqu'il a fallu se résigner à ne pas imprimer et donc à ne plus pouvoir paraître dans les kiosques. Comme plein de secteurs, on a été complètement chamboulé en termes d'organisation dans notre manière de travailler, puisqu'il fallait adopter le télétravail à un moment. Du coup, nous avons complètement changé notre manière de faire. Tout le monde travaillait à distance. C'était la première fois qu'on découvrait du télétravail avec cette ampleur-là. Quand on a annoncé le confinement, on s'est réunis pendant 10 minutes. Et on a décidé, tous les membres du journal Maroc Hebdo, on a décidé qu'on va opter pour le travail présentiel. Parce que les articles, c'est pas uniquement des articles qu'on produit et qu'on envoie. On discute pour développer, chacun apporte de son côté le meilleur. Quelle que soit la formule adoptée par les uns ou les autres, la fonction d'informer s'est avérée encore plus complexe, en particulier en raison du flot volumineux d'informations parfois contradictoires générées par la presse informatique et digitale. Le vrai défi a été pour les journalistes de savoir trier le bon grain de livret, comme on dit. Donc ça suppose des informations filtrées, recoupées, authentiques, crédibles, mais pas sensationnelles, pas erronées, pas approximatives, pas volontairement déprimantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un fonds de commerce du sensationnalisme. Proposer une information fiable, c'est donc cela la vraie vocation du journaliste. Dans le cadre d'un hebdomadaire, approfondir l'analyse est aussi une exigence souhaitée par les lecteurs, en particulier lorsqu'il s'agit de ces sujets de demain auxquels on pense déjà aujourd'hui. On est en train de travailler sur un sujet qui est le vaccin. Parce que c'est le SOS, si vous voulez, ça va être le secours, ça va être le vaccin, ça va être la grande porte pour le Covid. Normalement, sur un vaccin ou sur un traitement ou sur un médicament, on a tendance à travailler pendant des années. Maintenant, je sais que tout le monde a mis le paquet, tous les pays ont mis le paquet pour produire ce vaccin miracle qui va sauver la planète, parce que c'est une épidémie qui a touché toute la planète. Et donc, maintenant, il faut rassurer les gens pour qu'ils aient confiance en la santé, en leur système de santé pour leur administrer le vaccin.
Il est désormais temps pour nos autres lecteurs potentiels d'accompagner le travail d'enquête et d'investigation de ces journalistes qui, malgré les vraies difficultés rencontrées par la presse papier, maintiennent le cap de nous informer de la meilleure façon qui soit. À nous autres de retrouver le temps de les feuilleter le plus sereinement du monde. Devant toute porte symbolisant l'espoir, je me tiens toujours droit. Mais aujourd'hui, tout laisse à croire que l'avenir sera difficile en l'absence de ces deux facteurs essentiels. 1, que l'indice de propagation du virus baisse. 2, que l'ensemble des Marocains acceptent de se réconcilier enfin avec sa presse nationale. Faute de quoi, nous risquons d'assister à une agonie du secteur. Un scénario qui sera écarté, espérons-le. Nous en parlions tout à l'heure, le Covid-19 a sévèrement impacté plusieurs secteurs, mais mine de rien, il a permis à d'autres d'émerger. Nos jeunes entrepreneurs se sont bien creusés les méninges en faisant du digital leur grand allié. Des plateformes adaptées à la crise du coronavirus ont vu le jour. Le tout avec comme credo encourager le Made in Morocco. Bref, une génération connectée qui innove et qui crée de l'emploi. À Casablanca, le reportage de Leila Asli et Mounia Marouche. Il a décidé de laisser tomber sa carrière dans le tourisme et de recommencer à zéro. Fahd est un jeune entrepreneur qui surfe désormais sur la vague du digital. Cet ancien salarié a créé une start-up spécialisée dans le e-marketing. Une plateforme numérique qui encourage les Marocains à consommer et voyager local. Une manière de promouvoir les produits et les services locaux en cette période de crise sanitaire. C'est une idée qui est née dans la période du confinement. Vu que je travaille dans le domaine du tourisme depuis bientôt une quinzaine d'années, le premier secteur à avoir été impacté négativement par la crise Covid-19 était automatiquement le secteur touristique. Donc j'ai eu à discuter avec pas mal de partenaires et on a eu l'idée de créer cette plateforme pour justement encourager le consommateur marocain, le citoyen marocain, à voyager local après la période du confinement. En plus, cette plateforme propose un parcours de formation en ligne aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Des formations, mais également de nouveaux horizons professionnels à découvrir. Passer 2 formations, une qui concerne la gestion de projets et une qui concerne le digital marketing. Pour la première, c'était pour une durée de 2 semaines. La deuxième, c'était une durée d'un mois. Donc, j'ai pu développer plus de compétences qui m'ont servi à trouver un travail mi-temps. On prépare les jeunes pour acquérir des compétences et des soft skills qui sont demandés maintenant au marché de travail, surtout après le Covid-19. On a vu qu'il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne le télétravail. Si le Covid-19 a rabattu les cartes dans de multiples secteurs de l'économie, celui du digital semble avoir été épargné, voire même renforcé. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.